Merci beaucoup. Merci à vous d'être si nombreux. À l'association Jalmave, Jolestropie, comme a dit Christian, l'anagramme est très compliqué. Et merci à Christian, notre caricaturiste, d'avoir dit que j'étais tout philosophe. Ça me fait penser à Victor von Weizsäcker, qui est un philosophe allemand de la médecine, qui a écrit un traité de pathosophie, ce qui veut dire pour de bon que la médecine est une philosophie. Et je vais très modestement, parce qu'on dit que je suis philosophe, non, j'ai un doctorat de philosophie, et j'en suis très fier, mais tout le monde est philosophe, hein, ça n'appartient à personne. Alors je vais essayer de vous donner un éclairage un peu différent de vos préoccupations journalières, pour revenir, je dirais, aux fondamentaux. Et si on veut revenir aux fondamentaux, je crois que, bien que vous ne soyez pas strictement des soignants, il faut un peu clarifier ce qu'en général, en quoi consiste le soin, pour qu'on soit bien en harmonie. Il faut ensuite insister un petit peu sur la fin de vie, bien entendu, donc ce qu'on appelle les soins palliatifs, sans entrer dans des détails ou dans des énumérations un peu fastidieuses. Et évidemment, vous l'avez évoqué ce matin, je suis arrivé en fin de matinée, qu'est-ce qu'on peut faire devant une personne humaine qui souffre ou qui a mal? Je fais bien la nuance entre la douleur et la souffrance, et ce qui est d'ailleurs le fond du problème. Alors, je vous dirai, puisque je vous ai dit que c'est un éclairage éthique, en deux mots, l'éthique, c'est cette capacité que nous avons, nous les êtres humains, et nous seuls, ni les choses, ni les plantes, ni les animaux, ont cette capacité d'évaluer ce que nous faisons, c'est-à-dire de mettre de la valeur à ce que nous faisons en fonction du but que nous poursuivons. C'est pour ça qu'il faut clarifier cette idée, quel est le but que nous poursuivons. Tant qu'on ne l'a pas clarifié, on ne peut pas savoir. Je vous dirais par analogie que dans notre vie, dans votre vie comme dans la mienne, nous avons un but, c'est d'essayer d'être heureux. Nous faisons donc tout ce que nous pouvons dans notre vie en évaluant chacune de nos actions en fonction de ce but. On y arrive ou pas, c'est un autre débat, et on n'a jamais de code qui puisse nous dire exactement quel est si on parle de notre vie, le bonheur, l'épanouissement de la vie, etc. Donc, tant qu'on n'a pas éclairci ce qu'on propose aux patients dont on a la charge ou donc que vous accompagnez, on risque de tourner en rond. Alors je vous dirais que, vous l'avez dit aussi, le soin en général, et vous êtes dedans, je répète même si vous n'êtes pas strictement des soignants, convoque toujours 4 acteurs. Le premier, c'est le patient. Et notez bien que déjà le mot patient, c'est le contraire d'agent. Patient, c'est celui qui est passif, celui qui subit, et en latin, patior, c'est celui qui souffre. Pathos en grec. C'est-à-dire que déjà, cette connotation a quelque chose, je dirais, de réducteur. C'est pour ça, on va le voir, que je vous propose le mot malade. Et peut-être grâce à votre accompagnement, les personnes ne seront plus malades, tout en étant peut-être en soi-disant mauvaise santé. Le deuxième acteur, ce sont évidemment l'équipe soignante, et j'ai vu en fin de matinée que vous posiez les problèmes du secret, du partage d'informations à caractère secret. Qu'est-ce qu'on peut faire, à qui on le dit, comment on le dit? Il faut déjà se rappeler que la première personne concernée, c'est le malade lui-même. Est-ce qu'il a envie que vous disiez ce qu'il a aux autres, etc. Et est-ce qu'il a envie de vous le dire? Une fois ceci éclairci, bien entendu qu'on peut considérer, je crois qu'on peut, même si juridiquement c'est un peu élastique, que les bénévoles font partie, peut-être pas de l'équipe soignante, mais de l'équipe professionnelle, puisque la loi a un peu changé. Évidemment, la famille, l'entourage. J'étais pas là non plus hier soir à la conférence de Jean Leonetti, mais je le connais suffisamment, et je crois qu'il vous a clairement rappelé qu'on ne soigne pas la famille, même si la famille n'est pas toujours le diable, on soigne d'abord et avant tout le patient. On s'occupe d'abord et avant tout du malade. Bien entendu, nos familles, je répète, ne sont pas toujours le diable, et ça peut créer quelques petits imbroglios. Et enfin, alors j'ai mis une photo d'établissement, puisqu'on est à domicile, c'est pas l'établissement, mais on va dire c'est la loi, la règle, le droit, vous l'avez aussi un peu évoqué. On ne peut pas ne pas tenir compte du droit. Par exemple, à propos de la sédation profonde et continue, à partir de quand, comment, etc. Donc il y a des règles protocolaires de droit qu'on ne peut pas éviter ou éluder, ou si on les élude, il faut au moins les connaître. Et évidemment, pour que ça marche, il faut que tout le monde communique. S'il n'y a pas de communication, ça coince. Et alors on revient à notre question, ce jeu avec ces 4 cartes et vous en plus, c'est quoi le soin? Quelle est la finalité du soin? Et là je crois qu'il faut être très clair, le soin s'adresse à une personne humaine qui est malade,
au moyen d'une technicité maîtrisée pour chercher à lui faire du bien. Vous savez que les Macintosh ne sont pas copains avec les PC, c'est pour ça que ça décale un petit peu. Personne humaine malade, et je vais réinsister là-dessus, moyen d'une technique maîtrisée. Alors, évidemment, le soignant, quel qu'il soit, a toujours une technique. Le bénévole, a priori, même si vous avez une formation, n'a pas strictement de technique soignante. C'est en ça que vous n'êtes pas strictement des soignants, mais il faut au moins comprendre, et notre confrère médecin généraliste ce matin, j'entendais l'évoquer, cette technicité qui peut prendre le dessus, mais qu'on ne peut pas non plus négliger. Pour chercher à lui faire du bien, il n'y a aucun code absolu qui puisse permettre de savoir quel est ce bien. On est vraiment dans l'éthique. On ne peut que évaluer ce que nous faisons en fonction de ce but. Et je crois que vous partez comme tous les soignants qui vont à l'hôpital, aucun part en disant pourvu que j'en massacre 2 ou 3. On se dit pourvu que je fasse le plus de bien possible au plus de malades possible. Et j'imagine que vous êtes exactement dans le même état d'esprit. Alors, le but et la finalité du soin, est-ce qu'on arrive toujours à ce bien qu'on prétend vouloir faire? Alors, pour clarifier les choses entre ces deux nuances, je vous dirais que Cicéron parlait de tireur à l'arc, l'archer. Quel est le but du tireur à l'arc? Bien évidemment, c'est de mettre la flèche dans la cible. Est-ce que tous les tireurs à l'arc mettent la flèche dans la cible? Non. Est-ce que donc ils sont plus tireurs à l'arc? Non. Donc, in fine, en définitive, finalement, en quoi consiste le fait de tirer à l'arc? D'être archer, pardon, c'est, vous l'avez compris, de tirer à l'arc. Si on fait l'analogie avec le soin, c'est exactement la même chose. Quel est le but visé par tous les soignants en général, et vous en particulier? Essayez de faire du bien. Est-ce qu'on y arrive? C'est pas gagné. Humilité. Est-ce que pour autant on est plus soignant, ou est-ce que pour autant, si ça n'a pas marché, vous devez démissionner et dissoudre l'association? Évidemment que non. C'est-à-dire que dans le fond, et là on rejoint la réunion entre les soignants et les bénévoles, c'est prendre soin. C'est-à-dire que dans le bien-être, dans le fond, c'est souvent, dans le prendre soin, c'est toujours. Et c'est en ça que vous êtes partie prenante de la relation de soins, je répète, sans strictement être des soignants. Alors une fois qu'on a clarifié cette histoire, on peut dire comment on pourrait définir le soin pour que les choses soient les plus claires possibles. Eh bien, je prendrai la définition de Suzanne Ramex, qui est une philosophe de la médecine, qui dit que soigner, c'est l'ensemble de tous les actes qui rendent compte de la volonté, vouloir évaluer ce que je fais, de prendre en charge une personne malade. Vous notez que le mot « charge » est un peu péjoratif par rapport à prendre soin, mais si on dit que soigner, c'est prendre soin, on dit que la neige est blanche et que l'eau mouille, c'est-à-dire qu'on n'a pas dit grand-chose. Donc tous les acteurs sont évidemment concernés, et tous les actes, même si, je répète, vous ne faites pas strictement parler d'actes de soins. Le malade est une personne et c'est fondamental, ça n'est pas une maladie, ça n'est pas un objet de soin, ça n'est pas un organe. Évidemment, il y a beaucoup de dérives dans ce sens, et sa prise en charge n'est jamais anodine. C'est pour ça que le mot prise en charge, avec sa lourdeur, signifie bien que dans le soin, il y a toujours de la technicité. Et vous avez cette chance, pour le patient, d'être exonéré de toute technicité soignante. C'est une chance qu'il faut saisir, il faut la comprendre, mais pour autant, il ne faut pas dénigrer, évidemment, la technicité du soin. Donc je dirais que la technicité n'est toujours pour les soignants qu'un moyen, que ce soit la technique chirurgicale, un art de faire, que ce soit la technique de l'aide-soignante, l'art de faire une toilette, ou que ce soit la technique des soins palliatifs. Et on pourrait rajouter, c'est l'histoire du care et du cure, c'est un peu poncif cette histoire, il y a le care, il y a le cure, il y a un peu de tous les deux en même temps, et on pourrait rajouter un petit icône en disant, bien entendu, vous aussi, vous avez une certaine technicité de bénévole. Vous voyez qu'on n'est pas exempt de technicité, c'est l'art de faire. Alors une fois que j'ai dit ça, je vous dirai quelle est vraiment votre place à vous. Par définition, vous voulez le bien. Bénévole, c'est je veux le bien. Donc on a pratiquement résumé votre finalité. A priori, vous avez envie, cela vous concerne, de faire du bien à cette personne malade qui est en fin de vie. Si vous n'êtes pas persuadé de ça, mais je pense que vous l'êtes, évidemment, il faut revoir la question. Le bénévole est-il soignant? J'ai répondu non, mais pour autant, il est en dehors de toute technicité, donc il est, on pourrait dire, que dans le care. C'est pas mal.
Il y a toujours un peu du cure, hein, c'est très théorique ces définitions, mais vous êtes en dehors de toute technicité soignante. Je le répète, ce qui vous donne une liberté qui est beaucoup plus grande que celle du soignant, quel qu'il soit. Et évidemment, vous n'êtes pas rétribué. Bénévole, par définition, c'est gratuit. Hein, mais au départ, c'est « je veux du bien ». Donc une fois qu'on a dit ça, on a clarifié les choses. À partir de là, je reprends la finalité de soigner des personnes, de prendre soin, dont vous êtes partie prenante, et on pourrait dire que tous ceux qui s'occupent d'une personne malade sont des médecins au sens étymologique du mot. Pourquoi médecin? Parce que médecin, ça veut dire médiateur. Par habitude et par culture, ne sont des médecins que ceux qui sont docteurs en médecine avec le tampon, ou ceux qui sont infirmières avec le tampon, ou aides-soignantes, etc. Mais pour autant, tout le monde est étymologiquement médecin, médiateur. Entre quoi et quoi? Et c'est là où je reprends la définition de la personne qui n'est pas un patient, mais qui, au départ, est un malade. Et si nous avons une médiation efficace, si nous avons bien fait notre boulot, avec ou non notre technicité, nous allons arriver à le rendre non malade. Est-ce que pour autant, son état aura changé? Ben non, pas à tous les coups. Un diabétique restera diabétique. Au début, lorsqu'on lui annonce son diabète, il est peut-être malade. À la sortie, il est plus malade. Alors, pour être un peu impudique, comme disait l'autre, je vous dirais que si j'ai ce parcours de médecin, de philosophe, etc., c'est que j'ai eu un accident et que j'ai le bras gauche paralysé. Donc, quand je l'ai appris, j'étais malade. Malade, c'est-à-dire je n'habite plus bien le monde. Tout s'écroule. Je ne suis plus du tout malade. Mon bras est strictement paralysé comme avant. Alors, la médiation, c'est quoi? C'est technicité s'il y en a besoin. Et là, on est dans le soin technique fort utile, et heureusement qu'il existe. L'éthique n'est pas technophobe. Et en même temps, évidemment, comme disait l'autre, l'humanité, le care. Et où vous vous placez, vous? Ben, uniquement dans ce domaine, j'ai mis un cœur. Les bénévoles sont que dans le côté humain, caritatif de la chose. Hein, caritatif, c'est la charité, c'est l'agapé des Grecs, hein, c'est l'amour, hein, en fait. Hein. Étymologiquement, c'est à peu près la même chose, même si on ne va pas rentrer dans des débats trop profonds là-dessus. Mais donc, vous êtes dans le volet humanitaire en vous débarrassant du volet technique. Mais j'insiste bien, c'est pas parce que, par votre fonction et votre statut et votre finalité, vous n'êtes pas concerné par la technique, que le soin en général ne doit pas être concerné par la technique. Je dirais en éthique, vive la technique tant qu'elle est maîtrisée dans une médiation comme celle-là. Et je rajouterai que les soignants techniques, lorsqu'ils utilisent les deux, ne sont même pas des médiateurs, sont des remédiateurs. Pourquoi remédiateurs? Médiateurs en second. Qui c'est qui contribue le plus à passer d'un état de maladie à un état de non-maladie? C'est évidemment le malade, la personne elle-même. Donc nous devons l'accompagner, d'ailleurs le mot est joli, accompagner, à essayer de se débarrasser de l'état dit de maladie, sans pour autant peut-être se débarrasser de ses métastases et de son cancer. Et là on arrivera à quelque chose. Alors, du coup, puisque j'ai dit qu'on peut se débarrasser de son cancer et, enfin, être toujours cancéreux, ne plus être malade. On peut être paralysé, ne pas être malade. On peut être diabétique et ne pas être malade. Ce qui veut dire qu'évidemment, la santé n'existe pas. C'est une vision de l'esprit très théorique, puisqu'ici, nous sommes tous dans des états tous différents. Il n'y en a pas un qui est dans le même état. Et pour autant, nous sommes peu ou prou ce qu'on appelle en bonne santé. D'ailleurs, chaque année, dites pas bonne année, mais surtout bonne santé, dites bonne année. Ça suffira. Parce que sinon, vous éliminez les diabétiques, les cancéreux, les arthrosiques, les paralysés, et peut-être même, par les temps qui courent, les vieux. Parce que la vieillesse, c'est un naufrage. C'est une maladie, c'est une décrépitude. Alors je posais tout à l'heure en plaisantant, qui a envie de ne pas vieillir? Encore une heure ou deux, une semaine, un mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Tout le monde a envie de vieillir, mais pour autant dans de bonnes conditions, c'est-à-dire sans être malade. Alors on va y revenir. La maladie, c'est je n'habite plus bien le monde. Je ne suis plus, je suis comme dans une exclusion hors de la vie. Et je crois que c'est ça qui vous touche dans votre accompagnement, surtout en fin de vie, parce que vous êtes évidemment concerné par cet état presque d'appel au secours de la personne qui se trouve exclue hors de la vie. Il faut donc bien différencier l'état dans lequel je suis au monde et la possibilité que j'ai dans cet état d'exister comme un être humain.
Depuis que vous êtes né, vous êtes passé par l'état de nourrisson, d'enfant, enfin de jeune enfant, d'enfant, d'adolescent, d'adulte et d'adultes de plus en plus mûrs, comme moi, avec des cheveux blancs et quelques rides. Notre état fait que changer. Tant que nous avons la possibilité d'exister dans le monde comme un être humain, nous ne sommes pas malades. Or, quand notre état arrive au bout du bout et que soi-disant l'échéance approche, elle approche évidemment, eh bien on considère qu'on est mourant, il est foutu. Ça y est, la médecine l'a condamné, ce qui est complètement idiot. Il a toujours de quoi vivre à condition qu'un médiateur lui permette, dans l'état dans lequel il est, d'exister comme un être humain. Mon ami Lapiana à Marseille, à Gardanne, pardon, que vous connaissez bien sûr, vous direz que les personnes qui arrivent chez lui à 80% en ont marre puisqu'elles sont malades et on les a fort maltraitées. On en parlait en fin de matinée, certains pensant même qu'ils allaient en centre de rééducation. Dès qu'il les prend en charge comme des personnes normales et non pas comme des mourants, allez-y, vous verrez, à 80%, autant qu'on peut être content de l'état dans lequel on est, les personnes sont le plus heureuses possible. C'est exactement inversé. Il y a une autre enquête sur les Lockheed syndrome, syndrome d'enfermement, lésion haute du tronc cérébral, vous êtes plus que tétraplégique, c'est un accident vasculaire, personne, si ça arrive, on se dirait tous, autant mourir plutôt que d'être dans cet état, sauf que vous n'avez pas choisi, ça vous tombe dessus. On fait une enquête une fois qu'ils sont bien médiatisés par des personnes qui les prennent en charge, 8 mois, à 80% êtes-vous heureux? Oui. Vous faites la même enquête dans la population générale au hasard, êtes-vous heureux? Réponse 80% oui. La vie d'un Lockheed syndrome est la même que la nôtre, mais elle est différente. Comme chacune de nos vies est la même, mais on est tous dans des vies différentes, qui tous se valent ni plus ni moins. C'est pas donc l'état dans lequel on est qui compte, c'est ce qu'on peut faire de cet état. On a évoqué, mais ce serait trop long, les EHPAD. Si on se contente en EHPAD de traiter des personnes humaines comme des poissons rouges, on les nourrit, on les loge, on les protège de la pluie et du froid, ne nous étonnons pas qu'elles n'aient plus envie de vivre, puisque ce ne sont pas des poissons rouges, elles ont envie d'exister. Alors, on ne peut pas juger de la vie d'un autre, et vous le savez encore plus en fin de vie, ni évaluateur, ni moralisateur. Il n'y a pas de catégorie de vie, il n'y a que des êtres au monde différents qui permettent, lorsqu'on a besoin d'une médiation, d'exister comme un être humain normal, et l'absurdité théorique de la maladie ou de la fin de vie permet peut-être, s'il y a une bonne médiation, de donner du sens. Quand je dis peut-être, n'oubliez pas qu'il y a des personnes, quoi que vous fassiez, qui ne seront jamais contentes de l'état dans lequel elles sont, a fortiori en fin de vie. Ce n'est pas un échec, c'est leur autonomie. Vous pouvez ne pas être content de ce qui vous arrive. Bon, il y a des gens qui disent « j'ai plus 20 ans, quel désastre ». Bon, on peut essayer de les convaincre, si on n'y arrive pas, on n'est pas le bon Dieu. Camus disait que l'absurdité n'est de la confrontation de l'appel humain. Pourquoi je suis dans cette condition humaine d'être nourrisson et d'arriver jusqu'à la mort, etc., etc. Bon, qui le sait, c'est de la métaphysique, qui se heurte au silence déraisonnable du monde. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'explication, c'est comme ça. Essayons dans cette absurdité de faire quelque chose, et la preuve, vous en êtes la preuve, puisque vous n'êtes pas flingué au berceau, puisque vous êtes toujours là. Ce qui prouve que vous ayez donné du sens à une soi-disant absurdité. Alors si on continue, on pourrait dire que la personne humaine, évidemment, elle est confrontée, lorsqu'elle est malade et surtout en fin de vie, à l'absurdité de cette maladie, à l'angoisse de sa mort et à l'agressivité du soin, du soignant, qui a toujours une technicité. Et j'insiste encore une fois, et vous êtes presque le catalyseur, l'amortisseur de l'intrusion de cette technicité dans le soin, puisqu'il y a 3 catégories de soins. Le médecin clinicien qui vous dénude et qui vous touche, c'est une agression, c'est une intrusion, même si elle est nécessaire. Le médecin invasif, chirurgien en tête, qui rentre à l'intérieur, ou l'infirmière qui fait une prise de sang, qui perce la peau et qui fait saigner la veine, c'est une intrusion, personne n'a le droit de le faire, je vous rappelle, nous sommes les seuls à le faire dans la société. Avant il y avait le bourreau, il n'y a plus de peine de mort. Et enfin, tous les soins comportent une certaine totalisation, et là on se rapproche. On se réunit, les soignants et les bénévoles. Lorsqu'on s'occupe d'une personne humaine, serait-elle en fin de vie? Attention à éviter de la totaliser. Je vous donne un exemple dans le soin courant. À l'hôpital, on ne peut pas être tout nu, c'est normal, donc on achète un pyjama. Si le patient enlève son pyjama, et j'ai été patient et j'ai enlevé mon pyjama pour me remettre en civil, tout de suite, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous voulez partir?
Mais non, mais alors pourquoi vous êtes habillé? Parce que, et pourquoi vous n'avez plus le pyjama? Parce que j'ai pas besoin de pyjama. C'est-à-dire qu'on a des réflexes totalisateurs, on doit faire ça. On doit vous lever 3 heures par jour, on doit manger 5 fruits et 5 légumes tous les jours. D'ailleurs, votre carte, sinon je vous mets au trou. C'est ça la totalisation. Tous les soins médicaux qui sont techniques sont forcément intrusifs, voire agressifs. Et je répète, vous êtes là pour atténuer cette chose. Donc je vous ai dit que si on traite des personnes comme des poissons rouges, ça ne peut pas marcher. Il faut toujours, quel que soit l'état dans lequel ils sont, leur permettre d'exister. Alors si on veut se permettre d'exister, d'accord, mais comment? Peut-être le lieu, on parlait du domicile, c'est l'intimité. Peut-être le corps, c'est la pudeur. Et peut-être la souffrance, on va essayer de l'évoquer. Alors pour ce qui est du lieu, je vous rappelle que l'animal vit de façon répétitive et cyclique. Depuis qu'il y a des hirondelles, elles font toujours le même nid. Il n'y a pas une hirondelle qui fait autre chose que le nid que faisaient ses ascendants. L'être humain habite le monde, il crée des maisons qui changent dans le temps et dans l'espace. Alors évidemment, quand on est à l'hôpital, on est sans doute déshumanisé. Lorsqu'on revient à domicile, est-ce qu'il y a un conflit entre l'hôpital comme lieu public versus le privé, le domicile comme lieu privé? A priori oui. On connaît l'hôpital, trop d'estime, pas assez d'intimité, mais évidemment à domicile, attention à ce que vous les bénévoles, vous deveniez pas le facteur d'extimité. Continuez de respecter l'intimité du patient, alors comment, j'en sais rien, on est en éthique, évaluer ce que vous faisiez. On discutait aussi de fin de vie, et j'étais à un congrès de soins palliatifs, où des cadres de santé très bienveillants disaient, puisque les gens meurent tout seuls chez eux, à l'hôpital, tous seuls en grande majorité à l'hôpital, ce qui est bien, c'est qu'au moins quand ils meurent, on peut leur tenir la main. Évidemment, j'ai sauté en l'air, j'ai dit, êtes-vous certain que ça va plaire à quelqu'un qui va mourir, qu'un inconnu lui tienne la main au moment peut-être le plus important de sa vie? J'ai pas dit que c'est mal, mais j'ai pas dit que c'était forcément bien. C'est ça qu'il faut évaluer, sinon on est dans du systématique et dans une totalisation. Et c'est ça qui est difficile pour vous, d'arriver à trouver le bon curseur pour ne pas être trop intrusif et ne pas être trop extime. Très compliqué pour ce qui est du lieu. Si on continue sur l'intimité, évidemment, et Eric Fiat, un de mes maîtres en philo, disait qu'une vie n'est humaine qu'à condition qu'elle puisse dérober une part d'elle-même au regard des autres. Et quand vous êtes à domicile chez une personne en fin de vie, laissez-lui, comment, je n'en sais rien, une part d'elle-même à dérober à votre regard. C'est sans doute la chose la plus difficile, puisqu'on est plein de bienveillance et qu'on est certains, on est convaincus que plus on est proche du patient, mieux c'est. Je ne sais pas. Et je vous demande de réagir évidemment. On a parlé du secret, alors là je ne m'étends pas. Partage des informations avec qui et jusqu'où, avec la famille, etc. Bon, vous en avez parlé ce matin, on va laisser ça tomber. Mais je prétends que vous faites partie de l'équipe professionnelle de fait. Donc vous êtes comme tout le monde, à la fois tenu au secret, tout ce que vous connaissez, vous ne devez pas le révéler, même si le patient vous permet. Je vous rappelle que le patient ne peut pas délier le responsable du secret. Le patient ne peut pas dire « je vous permets d'aller raconter à tout le monde ce qui m'arrive ». C'est à lui à le faire, c'est pas à vous, même si vous êtes médecin. Bon, le corps, là on est dans l'intime et dans la pudeur. Vous savez que l'animal vit tout nu, sauf le caniche à sa mémère, et aucun être humain dans aucune région du monde, à aucune époque, ne vit nu. L'homme s'habille. Les aborigènes australiens se tatouent. Certains mettent des bijoux, certains des cache-sexes, d'autres des cache-nez, ils mettent ce qu'ils veulent, mais l'être humain est toujours habillé. Je vous donne la photo le dessin de Louis XIV. Si Macron s'était habillé comme ça, on rigolerait. À l'inverse, si Louis XIV s'était habillé comme Macron, on rigolerait. Ce qui veut dire que nous inventons le monde par nos maisons, nos manières de vivre, nos habitations, nos habitudes. Et c'est ça qui fait la spécificité de l'être humain. Alors la pudeur est le premier sentiment moral, nous disait Max Scheler, un philosophe. Le malade est souvent nu, on le voit souvent nu, les soignants peuvent le toucher en plus. C'est une certaine atteinte à son intimité, nécessaire, mais dont on doit avoir conscience. La pudeur, c'est l'esprit qui rougit du corps. C'est cette gêne émouvante lorsque l'homme éprouve qu'il est à la fois un esprit et un corps, c'est-à-dire je ressemble plus à rien. J'ai honte de moi, et la honte c'est je suis mon corps ou j'ai un corps. Notamment en fin de vie, quand le corps soi-disant ne ressemble plus à rien. Et là nous allons
embrayer sur le corps qui fait sens, c'est évident, nous le savons tous. Hein. Alors je vous donne des très belles gravures ou des très beaux tableaux. Toucher au corps, c'est toucher à l'être. N'oubliez pas que toucher au corps, c'est toucher à l'être, c'est une évidence. Le violeur peut dire, mais non, j'ai touché à rien, j'ai touché à son vagin ou à son anus, aucun problème, j'ai vraiment pas touché à sa personnalité. C'est évidemment un mensonge. On touche à un doigt de pied, on touche à l'être même du patient. Vous touchez la main d'un malade en fin de vie, vous êtes bénévole, vous êtes quelque part rentré dans l'intimité de son être et non pas que de son corps. Alors vous êtes plus sensible à ça et c'est tant mieux, mais il faut essayer de repérer les limites que ça peut poser à l'intrusion dans cette intimité. Et c'est une question de respect dans le fond. Blesser la pudeur, c'est blesser la dignité. C'est quoi la dignité? Vous savez que Kant l'a dit magistralement, c'est agir de telle sorte que tu traites l'humanité, cette chose qui est plus grande que nous, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre. C'est-à-dire que quel que soit l'état physique, quel que soit l'état mental, quel que soit l'état social, condition de vie ou qualité de vie, le patient est une personne humaine. Ça ne veut pas dire condition ou qualité, qu'il n'y a que des gentils et des bienveillants. Il peut y avoir des patients méchants qui ont strictement la même dignité. Et c'est ça qui nous concerne en fin de vie, encore plus qu'ailleurs. Et du coup, comment on peut restaurer ou humilier la dignité d'une personne humaine? Le regard. Vous savez, le regard qui tue, le regard objectivement. Contraire du regard lévinassien, alors la flèche évidemment est remontée derrière la tête du soignant. La flèche, c'est « je te regarde en regardant ». C'est le regard amoureux, vous regardez quelqu'un dans les yeux, vous ne le dévisagez pas. Vous ne comptez pas tous ses points noirs et toutes ses rides. Vous le regardez comme un être, c'est le regard apaisant, le regard qui restaure la dignité. Et le regard impudique, c'est le regard qui fait honte, c'est un montage, hein, rassurez-vous. Hein, c'est un regard objectivant qu'il est hors de question de faire à domicile en fin de vie, surtout si on est bénévole. Le respect de la personne, voilà, on arrive mieux à voir le regard lévinassien qui est un regard réciproque, c'est le regard qui regarde. Alors, du coup, souffrance morale, l'angoisse existentielle que nous avons tous, elle s'acutise en fin de vie, puisque la mort a priori s'approche. C'est la morsure que fait le néant à notre âme, c'est-à-dire je suis dans une angoisse encore plus grande qu'avant. Trouver les moyens de l'atténuer au maximum. Et du coup, à travers toujours le regard, alors cette photo c'est une personne qui est morte qui voulait qu'on la diffuse pour dire « vous voyez mon corps ne ressemble plus à rien, mais pour autant je suis toujours un être humain et la manière dont vous me regardez, ça peut soit me faire honte et toucher à ma dignité, soit au contraire me restaurer dans ma dignité. Je te laisse trop voir mes honteuses douleurs », c'est Racine dans le Phèdre, c'est-à-dire évidemment j'ai honte de ce que je suis. Être soigné, c'est vivre sous la menace perpétuelle de cette dégénérescence de la pudeur en honte, parce que le corps peut se flétrir d'être trop regardé. Importance du regard. Alors si je continue, entre autres, je vous ai dit le lieu, l'intimité essentiellement, la nudité, le regard, la douleur ou la souffrance. Alors là, le domaine est très vaste. Hein. Pour Ivan Illich, la souffrance risque d'accélérer la mort, d'où l'intérêt des médecins qui luttent contre la souffrance. Bon, c'était dans les années 70. L'impossibilité d'un traitement curatif ne signifie heureusement pas la suppression de tout soin, voire du malade. Hein. Dans les débats actuels autour de l'euthanasie, ça ressemble un peu à ça. Hein. Lisez le livre de Bataille sur le palliativisme, et son argument est le même. Comme on n'a pas assez de centres de soins palliatifs, comme donc les personnes vont être relativement maltraitées, le meilleur moyen, ce serait de supprimer les soins palliatifs, c'est-à-dire la raison des soins palliatifs, c'est-à-dire le malade en soins palliatifs, en lui permettant l'euthanasie ou le suicide assisté. Je mets 3 petits points et ça lancerait un débat beaucoup trop grand ici. Alors, est-ce qu'une douleur est une souffrance? Pour David Le Breton, la douleur est contenue dans une souffrance, c'est une déchirure de soi. Pour Nietzsche, c'est l'absence de sens à la douleur qui fait la souffrance. Ce qui veut dire en français, je dirais, que oui, il faut calmer la douleur physique, à 100%. Vive la sédation lorsqu'elle est bien placée, selon les critères juridiques, etc., etc. Mais quant à la souffrance d'être dans l'état dans lequel on est, ne vous prenez pas ni pour le bon Dieu, ni pour Zorro, vous n'arriverez pas toujours à enlever l'angoisse et donc la souffrance morale de personnes qui se savent arriver en fin de vie. Faites tout pour l'atténuer, mais vous ne pourrez peut-être pas l'enlever. Et prétendre vouloir
lutter contre cette souffrance morale, c'est-à-dire l'angoisse existentielle, c'est vraiment une maîtrise illusoire de la condition humaine, et dans le fond, c'est un peu le transhumanisme. Bon courage. La douleur est injuste, toutes les raisons qui ne la flattent point aigrissent ses soupçons, c'est encore Racine dans le Phèdre. La douleur est injuste, l'absurde, c'est pas normal. Et je crois qu'il n'y a pas à discuter. J'entendais notre médecin généraliste avec beaucoup de respect, qui disait on ne sait plus trop puisque la technique enlève la douleur. Je crois que franchement, vive la technique si elle enlève la douleur physique. Tant mieux si les femmes n'accouchent plus dans la douleur. Tant mieux si les opérations sont de moins en moins douloureuses. On ne peut pas discuter de ça, à mon avis. Quant à la douleur morale, c'est un autre débat, et je crois qu'on peut... Ce serait une illusion que de vouloir à tout prix la supprimer, et peut-être même ce serait une totalisation dangereuse. Alors la fin de la vie, des évidences, personne n'y échappe. Connais-toi toi-même, sache que tu es contingent et mortel. C'est ce qu'avait écrit, vous le savez, sur le fronton du temple de Delphes, devant la Pythie, qu'a repris Socrate, et des interrogations. Quel est le sens de la vie? Comment faire au mieux? Et le lieu de fin de vie, ici, c'est résolu, puisqu'on parle à domicile. Alors, le sens de la vie, la question de sens de la vie, elle a été discutée par beaucoup de personnes. Je voulais un peu évoquer. Vous lisez le mythe de Sisyphe d'Albert Camus, dont vous voyez la couverture. Vous connaissez l'histoire, c'est la condition humaine. Et que disait Camus dans les premières pages du livre Le mythe de Sisyphe? La question philosophique majeure est la question du suicide. La vie vaut-elle ou non le coup d'être vécue? C'est la question philosophique numéro 1, et nous sommes là pour prouver que ça vaut le coup, puisque depuis, nous n'avons plus 5 ans ni 10 ans, depuis que nous sommes là, nous essayons de donner du sens à cette vie, même si elle pourrait paraître absurde comme Sisyphe. Et François Sching le dit encore mieux, je vous invite à lire ses 5 méditations sur la mort, qui sont remarquables, qui dit que dans le fond, la mort c'est la vie. Alors facile à dire, si j'étais immortel, j'aurais toujours le temps de venir vous faire cette conférence, et vous auriez-vous toujours le temps de venir l'écouter. Donc pour tous les actes de la vie, vous auriez toujours le temps. Donc vous resteriez chez vous à vous emmerder, à mourir. Mais comme vous seriez immortel, vous ne pourriez pas mourir. C'est peut-être l'enfer. C'est ce que dit Heidegger. Mais bon, ça nous fait aller un peu loin. Mais je crois que c'est pas parce que notre vie est en train de finir qu'elle n'a plus de sens. J'ai un petit-fils qui a 4 ans. Pour lui, je suis un grand-père un peu vieux quand même, cheveux blancs et tout. Il se gêne pas pour me le dire gentiment. T'es quand même un peu vieux, non, pas du tout. Bon, évidemment. Donc, c'est pas pour autant que ma vie n'a plus de sens. Donc, si on pousse le bouchon, c'est pas parce qu'elle va se finir après-demain, à condition que je sois bien médiatisé, etc., tout ce qu'on a dit, que ma vie n'a forcément plus de sens. J'ai pas dit qu'elle a toujours du sens. Il y a des personnes, malheureusement, qui n'arrivent plus à donner leur sens. Mais bon. Alors, la rupture curative versus palliative, c'est un peu ça. On ne peut plus vous traiter, donc on ne fait que vous soigner. Le soin palliatif, vous rappelez la phrase, c'est tout ce qu'il reste à faire lorsqu'il n'y a plus rien à faire. Bon, c'est une boutade, puisqu'il y a toujours quelque chose à faire, évidemment. Accompagner celui qui meurt, c'est, je crois, la définition même de votre association. L'accompagnement, c'est ça dans l'acronyme. Quand j'ai découvert cet acronyme, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette association? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Qu'est-ce que c'est encore? C'est une secte? Et puis bon, j'ai compris que pas du tout. Mais donc, mea culpa. Alors, je dirais que les excès du bénévolat, je les ai un peu évoqués, je mets les pieds dans le plat volontiers, c'est imposer son sens à la vie d'autrui. Laissez les gens trouver leur sens. Et ne soyez ni culpabilisés, ni dans l'échec, de penser que malgré votre bénévolat, je veux faire du bien, malgré votre dévouement, malgré tout ce que vous voulez, votre gentillesse, etc., il y a des gens, ça ne marchera pas, même s'ils vous ont dit « Oh, venez me voir, ça me fera du bien ». Ça ne leur fait pas du bien. Et peut-être même, ils vont vous détester. Acceptez-le, ce n'est pas un échec. Sinon, on se prend pour le bon Dieu. Et en médecine, c'est flagrant, lorsqu'on n'arrive pas à convaincre un patient de l'intérêt qu'on a à le traiter pour son bien, parce qu'il refuse, soit il n'a rien compris, soit il n'a pas envie, on considère que c'est une atteinte à ce que j'ai dit, ou alors ou je l'ai mal dit, ou il faut que je redise parce qu'il n'a pas compris. Mais non, tu l'as très bien dit, il a ou rien compris parce qu'il est abruti, il a le droit, ou il n'a pas envie. Et c'est pas pour ça qu'on est en échec. Ça, c'est du pouvoir médical, y compris chez vous. Oubliez d'évaluer mes actes de bienfaisance, je vous l'ai un peu dit. Faut-il toucher la main? Faut-il regarder? Où ça s'arrête, l'intimité, la pudeur, etc. Gardez au moins l'idée, mais vous l'avez certainement,
que le regard doit être évidemment lévinassien, même si vous êtes choqué. Il y a un grand polyhandicapé qui s'appelle Marcel Nuss, qui dit de lui « je suis un choc visuel ». Il ressemble à rien, il a une tête d'adulte, il lui manque la moitié d'un bras, une jambe. Il est très intelligent, il est très médiatique, et c'est vrai que quand vous le voyez, il ressemble à rien et c'est un choc visuel. Ce qu'il vous dit, c'est pas, ne dites pas que c'est un choc visuel, reconnaissez que c'est un choc visuel, mais regardez-moi avec un regard qui n'est pas un regard qui m'humilie. C'est ça qu'il dit. Alors, restez dogmatique, prisonnier de ma subjectivité, je crois que vous en avez aussi parlé, nous avons tous nos idées, on a même un peu évoqué les problèmes religieux, chacun a ses croyances, etc. Attention à ne pas les imposer à l'autre, mais c'est une évidence, et je pense que vous ne le faites pas. Mais le dogmatique n'est pas que dans le religieux, il est dans « il faut se lever hein. ». C'est pas bon de rester au lit, et c'est pas bon si vous êtes diabétique de manger une glace. Mais attends, si j'ai envie de manger une glace, et si j'ai pas envie de me lever, eh ben c'est mon problème. Regardez le débat sur l'alcool actuel, il ne faut pas boire d'alcool, c'est mauvais, c'est vrai, scientifiquement c'est vrai, mais un verre de Bourgogne n'est pas du CHOHOH, c'est un verre de Bourgogne, et si j'ai envie d'en boire, ben j'en bois, je suis autonome. Donc laissez aussi l'autonomie aux patients, c'est le plus difficile dans la bienfaisance. Et attention au complexe de supériorité vis-à-vis du soignant, puisque vous n'êtes pas strictement soignant, et vous pourriez dire, ah non mais moi, comme vous êtes débarrassé de toute technicité, de dire, mais nous on fait que lui bien, mais il faut voir comment il les traite, quoi, des piqûres, des trucs, attention, prudence. Mettez-vous à la place des soignants, aides-soignants, infirmiers, médecins, c'est pas toujours facile, même s'il y a des bavures. Donc je crois que c'est des points importants à prendre en considération, et c'est pas du tout une critique, loin de là, de votre bénévolat. Le paradoxe sur la fin de vie, bon, on évoquera rapidement, demande d'euthanasie, de suicide assisté, et puis en même temps, qui décide et pour qui, mais je ne soulève pas le lièvre, c'est la question de la personne humaine, de sa dignité, puisque les associations qui disent « si on meurt dans des conditions que j'estime indignes, alors la personne perd sa dignité », comme si on pouvait perdre sa dignité. On ne perd jamais sa dignité, évidemment. Alors, en conclusion, je vous dirais, le bénévole est en tension permanente entre le respect de l'intimité, de la pudeur, la chambre, le secret, la nudité, l'humilité et la discrétion. C'est-à-dire vous êtes en même temps dans l'intime et en même temps vous devez être discret et humble, ce qui est compliqué à trouver l'équilibre parfait. Alors je dirais qu'on est en éthique, il n'y a aucune solution et je vous ai donné aucune solution ni aucune recette, donc pardonnez-moi, mais celui qui vous en donne, à mon avis, mettez ce qu'il vous donne à la poubelle et continuez d'évaluer tout seul ce que vous faites en fonction du but que vous poursuivez. Et je vous dis, Marseille, le port est aussi beau qu'Antibes. Merci. Merci Michel Caillol. Alors, continuez d'évaluer, c'est ce que vous venez de nous dire comme dernière phrase. Et peut-être effectivement que le bénévole en situation à domicile, il est profondément confronté à l'obligation d'évaluer beaucoup de choses, peut-être plus que quand il est dans les situations d'accompagnement plus organisées, plus dans les institutions. Nous avons un quart d'heure pour poursuivre la réflexion et l'échange avec Michel Caillol, peut-être à partir des questions que vous auriez ou d'une intervention que vous voudriez faire, parce que ça a stimulé votre réflexion et que vous voudriez soit aller plus loin, soit voir Michel Caillol revenir sur un point, soit faire part d'une observation qui est la vôtre. On a un petit quart d'heure, la règle du jeu va être la même, n'hésitez pas à lever la main vite, parce qu'au fond, il faut que les micros puissent circuler. C'est très dur, à cette heure-ci, après le déjeuner, et après avoir écouté quelqu'un qui parle bien, c'est assez difficile de passer en position où je voudrais prendre la parole. Mais quand même, si jamais il y a quelqu'un, on y va. À vous, monsieur, là-bas tout au fond, si vous avez la gentillesse de vous lever, comme ça on peut voir qui vous êtes et vous reconnaître après. Merci. Jean-Pierre Préfol, Jalma, Rouen, dans la Loire. Eh bien, moi, c'est une phrase qui vient à l'esprit en disant « La mort, c'est un manque de savoir-vivre et c'est Pierre Dac qui l'a dit. » Merci de cette phrase qui saisit et nous saisit un petit peu aussi. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Est-ce que quelqu'un souhaiterait réfléchir à voix haute à partir de ce qui a été apporté? Voilà. Alors, plein milieu, exactement, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour le chemin du micro. Merci les uns et les autres de faire le petit train au micro. S'il y a d'autres personnes qui souhaitent parler derrière, levez la main, je vous passerai la parole après. À vous, messieurs. Oui, Éric Besson, Gelman de Vienne. Est-ce que vous pourriez revenir, parce que il me semble que c'est important.
Ah voilà, pardon. Oui, il me semble que c'est important, Merci. mais je ne sais pas si j'ai tout compris. L'histoire de l'état de maladie et l'état de non-maladie. D'accord. Voilà, il me semble que c'est vraiment, vous touchez quelque chose du doigt, mais voilà, si vous pouvez revenir un petit peu là-dessus. On va faire comme à la radio, merci de cette excellente remarque, puisque c'est le point fort, tout à fait d'accord. Je crois qu'on a, notamment en médecine, mais vous sans doute aussi, la société dans laquelle on vit considère qu'on n'est pas malade. C'est-à-dire où on est en bonne santé, ou on est malade. Ce qui veut rien dire, puisqu'il n'y a pas de bonne santé. Vous connaissez les 3 définitions de la santé. Au Moyen-Âge, c'est absence de maladie ou d'infirmité. Bon, on rebondit. Je suis infirme, je suis donc malade. Non, je ne suis pas du tout malade, je suis en bonne santé. Pourtant, c'est paradoxal. Au XXe siècle, c'est la vie dans le silence des organes, avec le riche, sauf qu'on sait qu'il y a des saloperies qui poussent silencieusement. Et comme disait Sacha Guitry, si passé 60 ans en vous réveillant, vous n'avez pas mal quelque part, c'est que vous êtes mort. On a tous un petit P en travers. Quand je dis P, c'est l'expression populaire qui dit bien ce qu'elle dit. On gargouille, voire flatule, mais on se cache, hein. Pas dans l'ascenseur quand même. Mais notre corps n'est pas silencieux. Donc ça ne veut rien dire. Et la dernière définition, qui est une illusion totale, c'est la définition de l'OMS de 1947 qui a toujours lieu. C'est un état complet de bien-être physique, mental et social. On n'a jamais rencontré un être humain comme ça, il n'y en aura jamais un nulle part. Donc on est dans l'illusion. C'est pour ça qu'avec Gadamer, la santé n'existe pas. Et quand Guilhem, vous le relisez, le normal et le pathologique, nous sommes tous dans des états différents qui nous permettent, dans l'état dans lequel on est, à condition, lorsqu'il est très grave, qu'il y ait une médiation technique et humaine qui nous permette de nous soigner, de donner du sens à cet état dans lequel je suis. 2 philosophes en ont parlé, c'est Sartre qui disait « c'est pas ce qui vous arrive qui compte, c'est ce que vous faites de ce qui vous arrive qui compte ». Mais c'est la vie, c'est pas le fait d'être né qui compte, c'est absurde. Parce que vous allez mourir, vous dites ça à un extraterrestre, il dit « mais arrête-toi, flingue-toi au berceau, ça n'a aucun sens ». Donc l'état d'être au monde, il est toujours différent pour nous dans notre vie et pour chacun de nous à part, y compris en fin de vie, avec des métastases, etc. Mais si vous traitez la personne avec la médiation, hein, de telle manière qu'elle ne se sente plus exclue de la vie, c'est-à-dire malade, ben elle sera plus malade en ayant le même état. On prend l'exemple simple du diabétique. À 30 ans, on vous annonce un diabète, vous êtes malade. Hein, d'ailleurs, le langage populaire dit « ça me rend malade cette histoire ». Ça veut dire quoi? J'habite pas bien le monde. Mais dès que vous avez compris que même en étant diabétique, votre vie a du sens, et j'en parle en connaissance de cause, en étant paralysé, vous n'êtes plus chirurgien, vous jouez plus de saxo, mais je me régale autant, peut-être même plus, j'en sais rien. Et donc, c'est-à-dire, c'est pas ça qui compte, c'est ce que je peux faire de l'état dans lequel je suis. Je terminerai en vous disant, en parlant de moi, donc vous connaissez mon petit-fils qui a 4 ans, il se mange le gros orteil. Moi, j'y arrive plus. Et son arrière-grand-père, mon papa, a 94 ans. Et quand il se lève, il me dit, j'ai un peu mal au genou. Je dis, ça me paraît normal. Et pourquoi? Je dis, ben, tu es vieux. Ah, tu crois que je suis vieux? Je dis, oui, 94 ans, tu es peut-être un peu vieux. C'est pas du tout péjoratif, vous l'avez compris. C'est-à-dire que c'est normal à 94 ans d'avoir du mal à se lever. Et c'est normal à 4 ans de se manger le gros orteil. Mais est-ce que, du coup, nous sommes anormaux? Évidemment que non. Nous sommes tous dans des états normaux différents. C'est ça, l'être au monde, qui n'a rien à voir avec le pouvoir être au monde. Et le soignant, comme le bénévole, à mon avis, et c'est pour ça que votre question est au cible de la chose, notre but, in fine, avec des moyens chirurgicaux, des moyens que humains comme vous, c'est d'arriver, on n'y arrive pas toujours, à permettre à celui qui est dans un état de maladie de ne plus être malade, même si son état est le même. Et je vous dis, la piana, en gros, c'est ce qui fait, vous êtes mourant, ça ne m'intéresse pas, vous n'êtes pas mourant. Peut-être qu'en rentrant, je vais avoir un accident sur la route, enfin, ne me le souhaitez pas, et je vais mourir. Mon pronostic est de 2 heures. Et vous dites pas, mon Dieu, le pauvre, tiens, on va lui tenir la main. Je suis un être humain comme tout le monde. Donc, c'est pas le fait qu'on soit soi-disant mourant. La piana le dit mieux que moi avec des réalités. C'est, vous êtes une personne humaine normale, et je vais m'occuper de vous pour vous permettre de pouvoir exister dans l'état dans lequel vous êtes. Mais peut-être pas de manger votre gros orteil, ou si vous êtes petit en taille, de mettre des ballons dans le panier comme Jordan. C'est ça là, et là on a compris la relativité de l'état dans lequel on est, y compris pour nos malades. Merci beaucoup de ce complément d'explication qui nous permet d'aller beaucoup plus loin et de bien saisir ce que vous vouliez dire. Et je pense que ça ouvre pas mal de réflexions sur ce que nous faisons. Tout au bout, je suis totalement ébloui, mais c'est tout en haut de l'amphithéâtre, je sais que vous existez. Jacques Pouet,
Jalma Coligny, dans le Jura. Docteur, je voudrais évoquer un cas que nous avions eu en groupe de parole. Nous accompagnons en EHPAD. Et la psychologue avait mis en évidence des observations qui avaient été faites, et je voudrais avoir votre avis, sur le fait que lorsque des personnes évoquent le retour à la maison, la souffrance d'être là où ils sont, déplacés dans ce lieu et le retour à la maison, et le retour rentrer à la maison, revenir à la maison, se rapportait davantage à la mémoire, à l'enfance, le lieu de mémoire, là où on a des bons souvenirs. C'est pas forcément le bâtiment en tant que tel, c'est ce lieu culte. Voilà, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous partagez ce point de vue? Je vais mettre les pieds dans le plat. Je ne suis pas certain, pour vous sans doute et pour moi aussi, mais il y a plein de personnes qui n'ont aucune envie de retourner là où elles étaient avant. C'est une horreur. Oui, donc on a des dogmes. Et je rebondis à un congrès d'aide à domicile où on discutait avec, pareil, avec bienveillance, etc. Ah, il faut tout faire pour que les personnes âgées dépendantes soient le plus possible à domicile. Ah bon? Alors j'ai une tante, oui, je vais tout connaître de ma vie, qui a, je ne sais plus, 90 ans, qui n'est pas pauvre, qui habitait dans un appartement toute seule, très luxueux, mais enfin elle ne voyait jamais personne. Elle commençait vraiment à déprimer, etc. Et sous les conseils de ses enfants, qui sont gentils, mais qui n'ont pas le temps d'aller la voir, ils habitent à Paris, elle est à Marseille, etc., lui ont conseillé d'aller dans un EHPAD un peu de luxe, mais un EHPAD quand même. Mais elle est 10 fois plus contente. Pourtant, elle vit dans un lieu plus petit, etc. Enlevez le confort pécunier et vous comprendrez que, pas toujours, hein, on est en éthique, il n'y a ni blanc ni noir, que c'est pas certain, et là j'insiste en fin de vie, je mets les pieds dans le plat, c'est pas certain qu'à tous les coups, les patients soient contents d'être chez eux. C'est souvent le cas, mais pas toujours. Et j'ai un ami aussi, paix à son âme, qui est mort, qui était jeune, etc., qui avait un cancer. Et il a voulu, à la fin de sa vie, il était jeune, il n'avait même pas 40 ans, il avait 2 petites filles, enfin, c'était trop mignon, on a la larme à l'œil, il a préféré aller au centre de soins palliatifs où il était dans son petit cocon, etc., parce que chez lui, ça ne marchait pas aussi bien. C'est horrible, hein, mais je crois qu'il faut tenir compte de ça. Quand je vous ai dit ne pas être dogmatique, c'est ça. On a des principes. Il faut être en pyjama, il faut être à domicile, ça dépend. Il faut tenir la main. Je ne sais pas, hein, je n'ai pas de réponse. Mais c'est le systématique qui est dangereux. On n'évalue plus, on applique. Merci, voilà qui est clair. Merci. Avec votre expression, je mets les pieds dans le plat, mais au moins vous dites des choses qui sont assez nettes. La parole passe tout à fait en début de ça. Merci peut-être de se lever. C'est comme ça les autres voient qui a parlé, c'est intéressant. Moi, je voudrais vous avez parlé du bénévole qui veut faire le bien. Moi, ça m'intrigue un peu, ça, parce que moi, je suis bénévole sur le terrain aussi. Je ne peux pas dire que j'étais vraiment animée faire le bien. C'est plutôt la solidarité qui m'a animée, moi. Le citoyen qui va vers un autre citoyen en difficulté, je ne sais pas si je fais du bien, ou peut-être que je fais du mal aussi, on ne peut pas savoir. Mais cette notion de bénévole qui fait le bien, moi, ça me gêne un peu. Et je vous comprends, mais c'est l'étymologie. Hein. Et deuxièmement, quand vous dites c'est la solidarité, mais ça veut dire que pour vous, la solidarité, c'est bien. Enlevez un autre mot, on peut mettre ce qu'on veut, le bien et le mal, c'est toujours très cucu, mais c'est la même chose. Mais quand vous dites je ne suis pas certain, là vous avez raison, vous êtes dans une évaluation éthique. J'ai opéré il y a 25 ans un monsieur d'une arthrose du genou, fort bien, je ne suis pas modeste, j'opérais bien. Il fallait l'opérer, il était d'accord, tout était clair. C'était le mercredi, il y a 25 ans. Le résultat était tellement bon que le samedi, il a commencé à plier le genou et que je l'ai levé. Il n'a pas fait des pas, mais il a tenu. Je lui ai dit, écoutez, il y a 25 ans, vous imaginez, entre Dieu et moi, il n'y avait pas beaucoup de différence. Et oui, mais il y en a une énorme. Pourquoi? Je lui ai donc dit, ça va tellement bien que vous sortirez lundi. Il est mort dimanche. Et si j'en parle 25 ans après, c'est que ça me pince le cœur. Il est mort pas du tout à cause de moi, enfin, pas de ma responsabilité juridique, puisqu'il est mort d'une malformation des artères cœliaques qui a entraîné un infarctus du mésentère, de l'intestin grêle, qui n'aurait pas eu lieu si on ne l'avait pas opéré. Mais le fait de l'avoir endormi et tout a déclenché, c'était indiagnosticable, c'est la faute de personne. Mais si je ne l'avais pas opéré, il ne serait pas mort. Vous voyez, vous voulez faire du bien, lui permettre de et crac, il est mort. C'est ça l'antinomie chez nous comme chez vous. Le bénévole, je crois,
trouvez d'autres mots, mais c'est difficile. Vous voulez quand même faire du bien, solidarité, mettez tous les mots que vous voulez, et vous n'y arrivez pas à tous les coups, là vous avez raison. Humilité. Merci, merci de votre réponse. Si le micro peut partir à l'extrême haut de l'amphithéâtre, et merci aussi à votre tour de bien pouvoir vous lever, madame, en posant votre question ou faisant votre intervention. Oui, juste ce qui me vient par rapport... Tout en haut, tout en haut, tout en haut, tout en haut. Là. Par rapport... Alors, Marie-Laure de Jalma, Presqu'île Saint-Nazaire. Pour vous dire juste que cette réflexion sur le bénévole qui veut faire du bien, moi je constate une fois de plus qu'en étant là aujourd'hui, je me fais du bien. Voilà. Et j'avais envie de le partager. Parce que je pense qu'on doit pouvoir... Mais vous avez tout à fait raison, et il n'y a aucune honte. C'est pas... Enfin, vous connaissez la différence entre l'amour-propre et l'estime de soi. L'amour-propre, c'est de l'orgueil, et c'est je me prends pour qui. Et l'estime de soi, je suis fier de ce que je fais. Quand en plaisantant, je vous ai dit que j'opérais bien, c'est parce que j'ai aucune honte. Ça serait de la fausse modestie. Vous savez que la modestie, c'est de l'orgueil déguisé, comme disait La Rochefoucauld, puisqu'on dit il est bien et en plus il est modeste. Ça en rajoute 3 couches. Non, je crois que vous avez tout à fait raison. On se fait tous plaisir quelque part de faire ce qu'on fait de notre vie, puisqu'on a dit que notre but à nous, c'est le bonheur. Ben, peut-être en faisant Jalma, vous êtes heureuse, mais tant mieux. Il n'y a aucune honte à ça, c'est pas contradictoire. Je crois que on n'est pas des... On n'est plus des bonnes sœurs qui font ça presque en se martyrisant, parce que sinon elles vont aller en enfer. Et il n'y a rien contre les bonnes sœurs, il y en a qui sont très bonnes. Mais voilà. Merci. Alors, voilà, il y a eu une demande énergique, merci beaucoup. Prenez le micro, ça sera peut-être notre dernière ou notre avant-dernière intervention, parce que le temps passe inexorablement, et voilà. Oui, Robert Rayou, Jalma Nord. Je ne voudrais pas rabaisser le niveau du débat, mais est-ce que, je reviens aux 4 protagonistes, est-ce qu'il ne faut pas convoquer, et où vous le placeriez, un tiers qui sont les organismes sociaux et la médiation sociale de la prise en charge des soins? Alors je vous dirais que dans les soignants, mais c'était un peu hors sujet, l'assistante sociale est une soignante, le directeur est un soignant, parce qu'il poursuit le même but. Hein, puisque eux utilisent toujours une technicité pour faire du bien à un patient. Donc l'assistante sociale est une soignante à part entière. Vous êtes, je dirais, à la frontière, mais vous avez vu quand même le respect que je vous porte pour de bon, hein, évidemment. Évidemment que vous n'êtes pas strictement des soignants, puisque vous n'avez pas une technicité de soins, mais vous avez votre mot à dire, et c'est pour ça que dans la carte numéro 2 soignant, bien sûr que je vous y mets. Mais dès qu'on bureaucratise, dès qu'on protocolise, dès qu'on institutionnalise, vous l'avez un peu évoqué ce matin, je pense que c'est toujours un peu dangereux. Parce qu'on enlève la spontanéité des choses, hein, vous l'avez dit. Je crois qu'il faut faire attention. Merci. Alors, il y a peut-être encore une main qui se lève, je crois. Écoutez, merci, madame. Vous serez peut-être la dernière intervenante en échange avec Michel Caillol sur le thème. Ségolène Chaplon de la Mayenne. Si c'est possible, j'ai envie de possible de se lever, parce que vous savez d'où vous parlez, bien sûr. Enfin, on le pense, mais les autres ne savent pas du tout d'où vous parlez. J'ai envie de partager avec l'orateur et avec tout le monde 2 définitions du soin que j'ai trouvées dans le dernier livre de Jacques Ricot. En mettant peut-être le micro un peu plus là. La première, c'est guérir si l'on peut, soulager toujours et assumer la finitude de la condition humaine. Tel est l'objectif du soin. Je trouve que c'est assez... Voilà. Et la deuxième, il cite Paul Ricoeur qui nous dit « Le soin, c'est d'abord l'exigence de restaurer l'estime de soi lorsqu'elle est atteinte, et l'exigence de favoriser les signes permettant à la personne vulnérable dépendante de reconquérir des espaces de vie autonomes et relationnels. » Tout à fait. Donc, ça nous parle bien. 100% d'accord, c'est le regard et le fait d'exister dans le monde comme un être humain et non pas comme un poisson rouge. Mais tout à fait d'accord, bien sûr. Voilà, alors moi je voudrais prendre 4 phrases que vous avez dites dans la généralité, si je peux dire, et les appliquer ou les poser en forme de questions dans les situations d'accompagnement à domicile, parce qu'on va continuer à en parler avec la table ronde qui va suivre. Vous avez dit qu'il y a des excès possibles du bénévolat, vous les avez dit en général, l'idée d'imposer son sens à la vie d'autrui, excessivement, l'idée d'oublier d'évaluer les actes de bienveillance que je pose,
l'idée de rester prisonnier de la subjectivité, et puis la quatrième idée que vous apportiez, c'est d'être dans un complexe de supériorité. Et je le disais, mais ces 4 excès-là, ils sont peut-être particulièrement délicats à gérer lorsque je suis dans les situations d'accompagnement à domicile, et vraisemblablement plus seul que dans d'autres circonstances, dans un domicile où je suis bien plus du côté de l'intime de la personne, que je vois nue, sinon physiquement nue chez elle, etc. Et donc, il me semble que ces risques, ces excès potentiels, on les a là, on peut les garder à l'esprit, parce que dans la table ronde qui va suivre, on va revenir sur, à partir de personnes qui ont une pratique de la chose, voir en quoi c'est peut-être plus difficile, particulier. Voilà. Là-dessus, Michel Caillol, je vous remercie beaucoup de votre intervention et de l'échange. La table ronde se fait sans